L'effondrement des savoirs dans elucide.fr du 23 janvier 2024. La dernière étude 2022 du PISA, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, montre une chute du résultat des élèves français. Les raisons les plus immédiates invoquées sont par exemple la surexposition aux écrans ou encore les nouvelles méthodes pédagogiques. Partons de ce qu'écrivait Marcel Gauchet en 1985 dans un article intitulé « L'école à l'école d'elle-même ». Il évoque en effet la place très particulière de l'école dans notre société au point d'articulation par excellence problématique entre droits individuels et contraintes collectives, soit ce qu'une société individualiste démocratique a le plus de mal à concevoir et à définir. Marcel Gauchet développe plus loin l'idée que dans une société libérale, il devient ardu d'appréhender le tout comme supérieur à ses parties et contraignant pour elle. L'école avait la charge de transmettre des savoirs constitués afin d'instituer des individus, c'est-à-dire permettre l'insertion de chacun dans un corps collectif. Autrement dit, l'école avait pour mission de constituer des citoyens qui pensent par eux-mêmes à l'aide de connaissances destinées à cultiver l'esprit. Dans la société libérale contemporaine, ce n'est plus le savoir qui est au centre, mais l'élève. L'individu devenu roi considère désormais que les savoirs sont superflus et qu'ils portent atteinte au respect qui lui est dû. Il faut rappeler que si l'école contraint, c'est pour acquérir un savoir qui libère et qui constitue le pouvoir d'agir sur le monde. Les valeurs sont donc inversées, les savoirs sont marginalisés au profit d'une quête de puissance individuelle qui se poursuit dans tous les rayons marchands du développement personnel. En toute fin, les régimes politiques aujourd'hui n'ont pas besoin d'individus qui pensent par eux-mêmes, mais de producteurs et de consommateurs. L'auteur de l'article parle de tournant civilisationnel. Est-il possible d'en finir avec les fossiles dans Vert.eco du 1er décembre 2023 ? Premier constat, la consommation d'énergie fossile continue d'augmenter au niveau mondial. Deuxième constat, 25% du pétrole brut est aujourd'hui utilisé pour des applications non énergétiques, ce qui veut dire que se concentrer sur la décarbonation de l'énergie est très insuffisant. Il faut par exemple beaucoup de pétrole pour fabriquer une éolienne, un vélo ou une voiture électrique. Troisième constat, dans la plupart des scénarios de neutralité carbone à 2050, la mobilité s'électrifie fortement et la consommation de carburant diminue drastiquement. Dans le même temps, on veut utiliser le pétrole brut pour des applications non énergétiques à hauteur de 70% contre 25% aujourd'hui. Autrement dit, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Quatrième constat, les alternatives ne sont pas à la hauteur du problème. Par exemple, la production d'huile végétale représente 200 millions de tonnes annuelles, alors que les plastiques en utilisent 500 millions à eux seuls. Conclusion, décarboner les activités humaines passe par deux réflexions. 1. Réduire drastiquement tous les usages. Et 2. Prioriser les usages. Par exemple, on sait qu'il n'y aura pas suffisamment de biomasse pour satisfaire tous les usages. On peut faire du kérosène à partir de biomasse, mais il faut décider si on le garde pour les hélicoptères du SAMU ou pour les jets privés. Vous avez aimé le greenwashing, vous aimerez le greenhushing dans theconversation.com du 8 février 2024. Nous savons ce qu'est le greenwashing. Pour rappel, cela consiste à maquiller en vert des produits ou des services qui ne le sont pas. Les entreprises les plus pollueuses n'hésitent pas à verdir leur communication pour masquer leurs nuisances environnementales. En France, la loi Climat et Résilience interdit depuis le 1er janvier 2023 aux annonceurs d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone, biodégradable ou respectueux de l'environnement, sans que soit publié son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. D'autres pays ont eu recours à ce type d'interdiction. Évidemment, les entreprises touchées par cette interdiction ont dû contourner ces contraintes légales. Elles ont donc cessé de communiquer sur leurs engagements environnementaux. Cette pratique s'appelle le greenhushing, qu'on pourrait traduire par éco-silence. Pour celles qui communiquent encore, les ambitions climatiques sont revues à la baisse. Ainsi, début 2023, British Petroleum annonçait renoncer à réduire de 35 à 40% son empreinte carbone d'ici 2030, l'un des objectifs les plus ambitieux du secteur pétrolier. Il est désormais question d'une baisse de 20 à 30%. Quelques jours plus tard, Shell déclarait à son tour cesser d'investir davantage dans les énergies renouvelables. Autre exemple, Amazon est revenu sur son engagement de réaliser 50% de ses livraisons zéro carbone en 2030. La multinationale promet à présent une neutralité de toutes ses activités à l'horizon 2040, soit 10 ans plus tard que l'objectif initial. En réalité, le greenhushing consiste soit à ne plus communiquer sur des actions pratiquées, soit à revoir à la baisse les objectifs, soit à en reporter les échéances. Ce n'est pas sans conséquence. Les entreprises quittent le champ de la concurrence sur le plan environnemental et ne se soumettent plus à la pression de l'opinion publique. Elles se dispensent de justifier de leur vertu environnementale et peuvent donc poursuivre le business as usual. 90 secondes avant minuit dans westfrance.fr du 23 janvier 2024. Comme tous les ans, les experts du Bulletin of the Atomic Scientist, une revue scientifique, ont dévoilé la nouvelle heure de l'horloge de la fin du monde, le mardi 23 janvier 2024. L'an dernier, l'horloge fut avancée à 23h58 30 secondes avant l'apocalypse, sachant que minuit marque la fin du monde.
Cette année, les scientifiques n'ont pas bougé les aiguilles, considérant que le niveau de risque reste inchangé. Ce groupe de scientifiques fut fondé par Albert Einstein en 1945. À cette date, l'horloge indiquait 23h53. En 1991, à la fin de la guerre froide, elle avait reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit. En 1953, ainsi qu'en 2018 et 2019, elle affichait 23h58. Et 23h58, 20 secondes en 2020, juste avant le début de la pandémie de Covid. Les menaces analysées par les scientifiques sont de 3 ordres, nucléaire, technologique et écologique. En 2023, les choses n'ont donc pas changé, comme si nous admettions curieusement que les menaces qui pèsent sur l'humanité et le vivant en général étaient acceptables. Il nous reste 90 secondes pour nous reprendre. Comment la crise climatique et la déforestation ont participé aux inondations meurtrières exceptionnelles en République démocratique du Congo dans novetic.fr du 20 janvier 2024. De décembre à mi-janvier, en République démocratique du Congo, c'est la période des crues. Une crue normale atteint en général 5 mètres. Cette année, elles ont été mesurées à 6,25 mètres. À Kinshasa, la capitale du pays, des sites résidentiels, touristiques ou industriels situés au bord du fleuve ont été inondés, pendant que dans les quartiers populaires, des rivières ont déversé leurs eaux noirâtres et malodorantes dans les rues et les maisons. Daniel Labochi, directeur général de la Régie des voies fluviales, explique qu'à cause de la déforestation, la terre devient dure, l'eau ne s'infiltre plus dans le sol et va se déverser dans le fleuve. Les forêts du bassin du Congo sont en effet particulièrement victimes de déforestation. Elles sont les plus menacées de la planète derrière l'Amazonie. En cause, les plantations de palmiers à huile et la demande croissance en bois de chauffage et en charbon de bois, indique le WWF. En 2019, ce sont ainsi 475 000 hectares de forêts primaires qui disparaissent en République démocratique du Congo selon Global Forest Watch. Entre décembre 2023 et janvier 2024, la crue du fleuve Congo a provoqué au moins 300 décès dans le pays. Le nombre total de sinistrés le long du cours d'eau et de ses affluents n'est pas connu, mais se chiffrerait à des centaines de milliers. En mai 2023, c'est la région de Calais qui était touchée. Des inondations et des glissements de terrain avaient alors causé la mort de plus de 400 personnes. Et là aussi, la déforestation massive de la zone était pointée du doigt parmi les principales causes de la catastrophe. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.